je vais tout simplement y aller premier arrivé, premier servi. Alors, je vous invite à regarder ça. Alors, midi, presque 3, c'est parti, allons-y. On est prêt, on a réchauffé la salle. Je ne veux pas trop parler de mon profil à moi, puisque je veux mettre l'emphase davantage sur les contenus aujourd'hui. Et vous êtes à même de lire mon background facilement. Mais ce que je voulais vous partager aujourd'hui avec vous, c'est mes centres d'intérêt. Donc, depuis toujours, moi, je suis vraiment fascinée par l'humain, fascinée par les comportements, l'apprentissage. Puis, j'ai une obsession, moi, c'est vraiment de livrer de la valeur pour les clients. Alors, tout ça, c'est des éléments qui convergent ensemble. En 2013, déjà, ça fait quand même plusieurs années, j'ai fait ma première expérimentation en design thinking. Puis c'est là que j'ai vraiment eu le coup de foudre de cette approche-là. Et aujourd'hui, je dirais que ma passion, puis mon souhait, c'est donc de partager au plus grand nombre possible cette approche-là parce que j'y crois beaucoup. C'est de développer des ambassadeurs de cette démarche-là dans les organisations parce que ça prend des gens qui chapeautent ça. C'est d'être directement dans les projets. Ça, c'est le fun. C'est le fun de voir qu'à chaque fois, on arrive à réaliser de grands résultats lorsqu'on est dans ce mindset-là et dans cette approche-là. Alors, le menu du jour pour vous. Donc, on va regarder aujourd'hui les 5 niveaux de service attendus par les clients aujourd'hui. C'est un modèle simplement de Gartner que je vais vous partager puis qu'on va regarder un petit peu en détail. Ensuite, on va regarder les 2 leviers du design thinking pour créer des expériences d'innovation centrées sur les besoins des clients afin d'accroître la profitabilité des entreprises. Donc, deuxième point. C'est là que je vais faire vraiment le lien entre le design thinking puis l'expérience client. Comment moi, je perçois ça puis comment moi, je le vois dans mes mandats. Puis finalement, on va regarder des pistes pour co-créer des solutions qui sont empathiques, mais également qui s'imprègnent des nouvelles technologies de pointe. Alors, c'est vraiment le menu que j'ai pour vous aujourd'hui. Et pourquoi j'ai décidé de me lancer dans ce webinaire-là aujourd'hui? Premièrement, parce que je constatais, puis il y a différentes recherches aussi qui témoignent de ça, que la vitesse de croisière des changements au niveau des comportements et des habitudes des clients évolue beaucoup plus vite que celle des organisations. Donc, il y a vraiment un écart qui est en train de se creuser actuellement. Et ce que les entreprises ont besoin actuellement, c'est d'injecter des projets d'innovation qui vont permettre significativement et radicalement, je dirais, de faire évoluer l'entreprise. OK? Et ça se passe en même temps qu'on travaille sur l'amélioration continue, ça se passe en parallèle. Ce n'est pas un ou l'autre, mais c'est une façon de pallier à cet écart-là. Qui plus est, en plus de voir que les comportements des consommateurs évoluent énormément et changent énormément, on constate que les exigences aussi augmentent. Et il y a une raison très simple à ça, c'est que les clients, maintenant, ils sont habitués de vivre l'expérience numérique ou l'expérience client avec les plus grands de ce monde. Donc, dites-vous que vos clients, à vous, ils ne sont pas comparés, ils ne vous comparent pas avec vos compétiteurs. Donc, ça, c'est un élément à garder en tête. Ils vous comparent vraiment à tout simplement là, les plus grands de ce monde. 80%. Quelle est cette statistique-là? C'est une récente étude d'Accenture qui mentionne que c'est l'augmentation de l'utilisation de la technologie depuis la crise. Fascinant de constater que cette augmentation-là n'est pas prête à diminuer parce que selon l'étude, cette même étude-là d'Accenture, ce qu'on a compris, c'est que les gens s'attendent même à passer à des niveaux supérieurs. On est loin de vouloir revenir en arrière. C'est ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire aussi, c'est que l'expérience client est habituellement des dossiers qui sont pilotés par le marketing, on va dire, habituellement. Et dans les recherches puis dans les études que je vais vous partager aujourd'hui,
s'attendent de plus en plus à devenir ou intégrer au sein de l'organisation et à être pilotés par le président, le CEO. Donc, c'est vraiment une façon aujourd'hui de voir les besoins des clients, des consommateurs de façon holistique. Donc, d'intégrer ça à l'ensemble, à l'échelle de l'organisation et de faire collaborer l'ensemble des fonctions de l'organisation au service des clients. Et le design thinking là-dedans, c'est quoi la valeur ajoutée? Pour moi et pour l'avoir vécu maintes et maintes fois, c'est vraiment ce que j'appelle le ciment et la colle. Il y a tellement de joueurs impliqués, il y a tellement de données disparates dans l'organisation et des besoins à adresser. Comme je l'ai mentionné, que ça ne peut pas être une seule équipe, on ne peut pas travailler en silo pour trouver des réponses à ça. Donc, le ciment et la colle, bien, ça en prend pour coller les données, les expertises ensemble, assurer une liaison au fil conducteur de la haute direction jusqu'aux équipes qui vont propulser ces projets-là qui ont significativement un impact sur l'expérience client. Alors, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, cette fameuse notion de synergie grâce au design thinking. J'ai regardé aussi une autre étude américaine quand on parle que les exigences des personnes et des consommateurs augmentent sans cesse. Juste le fait maintenant de manquer de personnalisation dans les services. Juste le fait de poser une question maintenant à un client pour lequel on est censé avoir la réponse à l'interne. Bon, que ce soit son nom, simplement là, aussi anodin soit-il, son nom, son numéro de commande, son numéro de compte, etc. Qui, dans la dernière année, ne s'est pas senti exaspéré par le fait qu'un caissier, par exemple, vous demande votre numéro de membre au passage à la caisse? Derrière le masque, derrière le plexiglas, c'est pratiquement impossible de se comprendre. Et là, c'est un exemple tout à fait anodin du quotidien et tout à fait circonstanciel propre à la crise, bien sûr, mais mettez-vous dans la peau également de ce caissier, cette caissière-là qui doit se rapprocher à chaque fois pour vouloir essayer de comprendre ce que le client est en train de dire. Pourquoi j'amène cette notion-là? C'est pour vous dire que chaque point de contact avec l'organisation est important. Vous êtes jugé sur chaque point de contact par le client. Et au fond de moi, là, quand j'arrive à la caisse, la seule chose que je veux, c'est vraiment partir le plus rapidement possible, rapatrier probablement ma fille à l'école, rentrer de chez nous avec mon épicerie fait. Et je sais au fond de moi-même qu'il y a certainement une technologie qui pourrait faire en sorte que le caissier pourrait m'accueillir par mon nom et connaître déjà ces informations-là. Donc, ça démontre à quel point les exigences augmentent. C'est une simple situation que j'ai voulu amener pour que ça soit frappant puis marquant pour vous parce qu'on l'a tous vécu dans la dernière année puis on le vit encore. Pour livrer maintenant des solutions d'innovation centrées sur les besoins des clients, la première chose, et c'est une des forces du design thinking, c'est de débuter par l'empathie. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette citation-là. La bonne nouvelle, c'est qu'au cours de la dernière année, notre muscle organisationnel, peu importe où vous travaillez, c'est vraiment endurci en matière d'empathie. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, une journée, par exemple, que je dois rester à la maison avec ma fille parce qu'elle ne file pas, mettons, elle est malade. Une des plus grandes angoisses ou stress, c'est de dire, bon, mais pendant que je travaille, est-ce qu'elle va venir interrompre la conversation? Ça peut paraître lointain parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de la réalité. Il n'y a pas si longtemps, les enfants étaient à la maison, on travaillait, on recevait des commandes, ça frappait à la porte, donc on est constamment, on va dire, dérangé. Et c'est vraiment pas grave, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal d'accueillir ça puis de dire, ben, prends ton temps, puis fais tes choses, puis reviens après. Donc, le muscle
au niveau de nos pairs, au niveau de l'organisation, c'est énormément développé. Alors, pourquoi ne pas utiliser cette force-là au profit de nos clients, dans le fond, pour exercer cette empathie-là avec le client, d'aller un petit peu plus loin avec lui sur ce qu'il cherche à vouloir vivre comme expérience. Et ayons l'humilité. Premier conseil que j'aurais à vous dire, c'est ayons l'humilité de ne pas prétendre qu'on connaît la réponse. Ayons l'humilité de dire, ben, on va se rendre jusque-là, on va aller le rencontrer et on va regarder aussi les gens, les gens autour de son écosystème pour voir comment il se sent et qu'est-ce qu'il veut vivre comme expérience, donc de se mettre dans les souliers du client. Je pense que c'est un des conseils, puis c'est une recommandation que j'aurais à vous faire aujourd'hui. 77% des chefs d'entreprise actuellement, selon une étude d'Accenture toujours, ils ont déclaré l'intention de changer profondément la manière d'interagir avec leurs clients. Donc ça implique d'être prêt. Ça implique d'avoir les bonnes approches, les bonnes méthodologies pour aborder tout ça. Donc, je vois qu'il y a des questions dans le Q&A. Merci. J'aurai l'occasion de regarder plus tard à la fin de la présentation. Maintenant, je veux vous partager un petit sondage. Donc, j'avais une question du jour pour vous. J'étais curieuse de voir au sein de votre entreprise ou organisation quelles sont les actions principalement mises de l'avant pour propulser l'expérience client. Alors, je vous partage, je vais lancer ce sondage. Vous avez évidemment 5 choix de réponse et vous pouvez évidemment répondre pour plusieurs réponses. Donc, au sein de votre entreprise, quelles sont les actions principalement mises de l'avant pour propulser l'expérience client? Je vois que ça interagit beaucoup. On va vous laisser quelques secondes pour répondre. Quand même intéressant. En passant, merci beaucoup pour votre intérêt pour le sujet du jour. 264 personnes présentes. C'est au-delà de nos espérances. Donc, un grand merci d'être là. Alors, au niveau, je vais arrêter le sondage. On va regarder un petit peu les tendances. Ça répond encore. Je vous laisse un petit peu de temps. OK, là, ça bouge un petit peu moins. Donc, je vais me permettre de partager. Super. Donc là, je vous voyez là, les résultats. Donc, principalement, 54 améliorer la communication de la documentation reliée aux produits-services. Ça, 60 donc le plus haut pourcentage, implanter les meilleures pratiques pour répondre efficacement aux clients. Troisième niveau, aider à accompagner le client dans sa résolution de problèmes. Là, ça diminue un petit peu en termes de pourcentage. Concevoir des expériences proactives, intelligentes et fluides, 36 là, ça diminue encore. Et mettre en place des nouveaux produits et services afin de transformer la vie des clients, 43 c'est super intéressant. Tout ça, j'ai arrêté le partage. Je voulais avoir votre pouls. Et ça me fait bien du sens, en fait. Je vais juste vous partager ça. Alors, c'est la source que j'ai utilisée selon Gartner Customer Experience Survey de 2017. OK? Donc, ça fait quand même quelques années, mais c'est pour ça que j'ai senti besoin de revenir en arrière. À ce moment-là, en 2017, ce qu'il disait, c'était que l'expérience client, les dirigeants marketing, donc dans le fond, les chantiers pour eux là, qui allaient être réglés là, en 2020, là, ce qu'eux disaient, là, qui confirmaient, c'était que il allait être rendu pas mal bon dans l'art de fournir des bonnes réponses, de la bonne documentation, des bons outils aux clients. Il allait quand même aussi adresser énormément
l'art de répondre aux questions des clients selon les meilleures pratiques, qui allait écouter les besoins spécifiques des clients et démontrer leur engagement. Donc ça, il était vraiment là en 2017, puis c'était les chantiers jusqu'à peut-être 2019, 2020. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont bougé depuis ce temps-là. On le sait. Donc, cela étant dit, les deux niveaux 4 et 5, où je dirais, le niveau 4 pour moi, c'est beaucoup relié au virage numérique. Donc là, on a créé multiples canaux, multiples points de contact dans l'organisation pour répondre de façon différente aux besoins des clients. Alors ça a impacté le parcours client, ça a amené la nécessité de travailler les parcours fluides, le fait de dire, bon, ben on va mapper le processus ou le parcours du client, puis on va s'assurer d'avoir un fil conducteur qui est fluide le plus possible, puis on va améliorer sans cesse cette relation-là, ces points de contact-là. Donc, pour moi, c'est plus dans une optique d'amélioration par rapport à ce qui est existant pour l'amener à un niveau encore un petit peu plus intelligent, là, dû au virage numérique comme tel. Et le 5e niveau, c'est un petit peu mon dada dans la vie, c'est comment on peut innover puis créer vraiment l'expérience client grâce à l'innovation, c'est-à-dire faire sentir le client plus efficace, plus en sécurité et plus performant. Comment on peut surpasser donc les besoins ou les attentes, plutôt les attentes des clients, créer plus de valeur pour eux. Donc, j'étais quand même contente de savoir qu'il y avait un bon pourcentage de personnes présentes aujourd'hui qui adressent cette situation-là. Donc, moi, je trouve ça merveilleux de voir ça, c'est qu'on est là. Actuellement, moi, je le vois dans mes dossiers, là. Actuellement, on travaille vraiment au niveau 4, donc ici, les parcours fluides puis intelligents un petit peu plus, et le niveau 5 où on veut capter vraiment ce qui touche le plus à cœur le client, puis on va essayer de surpasser ses demandes et ses besoins. Donc, DoorDash a changé ma vie, a changé beaucoup de vie dans la dernière année, les derniers mois. Je me sens beaucoup plus performante depuis que je peux commander mes repas. J'ai une économie de temps. Ça répond à mon besoin de base, puis ça marche. C'est fonctionnel, c'est rapide. Quand je fais un virement Interac, je sens que c'est sécuritaire. Je fais des ventes, des transactions en ligne. Je n'ai pas besoin de partager d'argent ou quoi que ce soit, ni même rencontrer quelqu'un. Un petit virement Interac est fait en quelques secondes et c'est efficace. Suivre l'état de la livraison de mes commandes. Mon Dieu, j'ai plus besoin d'appeler ou de me poser des questions sur où en est rendue ma commande. Je le sais. Il y a une traçabilité. Je reçois des textos puis je vois vraiment où on est rendu. Donc, pour moi, ça, c'est des exemples simples de technologie où on a compris mon besoin humain, autant au point de vue transactionnel qu'émotionnel, hein, parce que ça me procure aussi, comme je disais, j'ai confiance, ça me procure de la sécurité et ça fait le travail comme tel. C'est ça que je veux vous parler, donc, encore dans les prochaines minutes. Je vais vous demander, puis je vais vous inviter à prendre vraiment, c'est le luxe de regarder le haut de la pyramide, de dire comment on peut rendre les expériences plus fluides, comment on peut créer plus de valeur encore dans notre organisation, comment le design thinking peut nous aider dans tout ça. Donc, on va continuer à regarder ce sujet-là vraiment à haut niveau. La clé numéro 1 pour moi, puis je reviens tout le temps à mon j'aime pas le dire processus dans ce cas-ci parce qu'on sait très bien que le design thinking, c'est un mindset, c'est pas un processus. Mais la clé numéro 1, elle est là. C'est la clarification de à qui j'ai affaire comme client, qu'est-ce qui le motive, c'est quoi ses préoccupations, quand il a à faire sa tâche, qu'est-ce qu'il veut vivre comme expérience, qu'est-ce qu'il a à accomplir, comment il veut se sentir. Donc, ça, c'est la base. Puis, dans le design thinking, moi, j'ai trouvé que
faire des entrevues ethnographiques, c'est la clé, là. On n'a pas besoin d'aller chercher un gros échantillonnage, mais rencontrer des clients et ne pas présumer ce qu'on pense connaître du client. Donc, faire vraiment l'exercice axé sur ses comportements, ses habitudes, ça vaut de l'or. À chaque fois, ça vaut de l'or. C'est un exercice qui est extrêmement rafraîchissant. Aller faire de l'immersion sur place aussi directement, c'est une autre approche que j'aime faire. On apprend puis on voit des éléments complémentaires. Je vais continuer au niveau de la clarification parce que pour moi, il y a un outil qui est fondamental, puis je vais vous en parler. Ceux qui ont déjà assisté à mes formations, c'est un exemple que je donne fréquemment parce qu'il est excellent. Je trouve qu'il fait réfléchir les gens dans la bonne direction. Donc, supposons qu'on prend la façon traditionnelle de régler les problèmes. Donc, quelqu'un qu'on voudrait aider à arrêter de fumer. Actuellement, actuellement, je dirais plus dans le passé, ce qu'on cherchait à faire, c'est peut-être plus de trouver des remèdes soulagés des symptômes. Donc, quelqu'un qui souhaitait arrêter de fumer, une compagnie pharmaceutique, va concevoir des patchs de nicotine et essayer de calmer ou de sevrer la personne à travers son besoin d'arrêter de fumer. Mais si on fait l'exercice avec des gens qui souhaitent d'arrêter de fumer, par exemple, puis on leur demande pourquoi, qu'est-ce qui les motive le plus en arrière de ça, comment ils veulent se sentir, qu'est-ce qu'ils souhaitent vraiment réaliser, on est loin de la page de nicotine. Donc, je vais vous partager un outil et voilà. Désolée pour la petite... ma présentation, le petit délai. Là. Alors, je vais vous partager un outil qui s'appelle le Job to be Done, qui est un de mes préférés. Donc, ceux qui me connaissent, c'est des outils que je partage régulièrement. L'auteur, malheureusement, est décédé en 2020. C'est un professeur de Harvard Business School, donc c'est quelqu'un qui est très reconnu au niveau de l'innovation, qui s'appelle Clayton Christensen. Lui, ce qu'il a développé comme théorie, c'est de dire, puis c'est la nuance qu'il apporte, c'est que ce n'est pas le produit, le service qui intéresse le client. C'est ce que ce produit-là et ce service-là l'aide à accomplir, ce qu'il cherche à accomplir par le biais de ce produit-là, ce service-là. Alors, c'est comme de dire, on passe du remède à un symptôme. Donc, le mindset de dire, bon, OK, cette personne-là a un symptôme, on va essayer de trouver un remède pour passer de l'autre niveau, de dire, bien, quelle solution permettrait d'enrayer complètement, une fois pour toutes, qu'est-ce qui pourrait vraiment répondre aussi à la cause, donc au grand pourquoi du désir d'arrêter de fumer. Alors, on continue avec ça, cet outil-là. Façon la plus simple d'exprimer cet outil-là qui s'appelle le Job to be Done. Les gens dans le domaine du développement logiciel connaissent ça. C'est un petit peu le parallèle avec les user stories. Quand je vis telle situation, je veux, donc motivation, afin que quel résultat est escompté. Modèle 5, qui est un petit peu inspiré. Moi, je travaille avec un modèle qui est un petit peu plus élaboré parce que je veux aller chercher plus que ce que la personne veut faire puis ce qu'il veut aller accomplir. Je veux voir aussi, puis ça m'intéresse beaucoup, c'est quoi les pièges à éviter. Qu'est-ce qu'il veut absolument ne pas vivre? Ça parle énormément aussi comme données. Et ces indicateurs de succès. Fait que là, je vais vous montrer le modèle un petit peu plus élaboré. Toujours dans le même angle, quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Là, vous allez voir les nuances par rapport à ça. Alors, si, par exemple, ça, c'est un outil qu'on pourrait consolider ou qu'on pourrait compléter suite, effectivement, à des entrevues ethnographiques. On aurait jasé avec cette clientèle-là. Et donc, on aurait pu comprendre que les motivations ou les besoins
du client d'un point de vue fonctionnel, c'est d'adopter des saines habitudes de vie. Donc, on est loin, comme je disais, de la page sur nicotine. Là. On veut, à la base, adopter des saines habitudes de vie. Sur comment on va savoir si on est sur la bonne track, bien, les personnes auraient pu dire, ben moi, je vais mesurer ça si je suis capable de pratiquer X nombre d'heures de sport par semaine. Et qu'est-ce qui serait vraiment évité, les pièges à éviter? Compenser par d'autres mauvaises habitudes. OK, parfait. Et d'un point de vue émotionnel, on aurait pu apprendre que la personne veut se sentir calme, fière de son geste, là, son accomplissement, et inspirer ses amis, puis prendre le contrôle et se décourager, ça serait vraiment... perdre le contrôle, pardon, et se décourager, ça serait vraiment la pire chose. Là. Alors là, déjà, ça vient camper un petit peu plus le besoin. Donc, toujours selon cette théorie-là, on a compris un petit peu plus de pourquoi. Si on cherche, nous, à vouloir transformer la vie de ces personnes-là, comme entreprise, si on est dans une entreprise, peu importe, là, pharmaceutique ou non, bien, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être de développer une plateforme numérique, virtuelle, avec différents professionnels de la santé, afin vraiment d'épauler, de coacher, d'être là au moment où on a tendance à vouloir... ou que la personne a tendance peut-être à vouloir baisser les bras ou abandonner. Donc, avoir des programmes d'entraînement. Donc, c'est juste pour vous donner vraiment les deux angles, puis l'importance de gratter le pourquoi. OK? Donc, ça, je vous invite vraiment à faire des recherches sur cet outil-là. Puis là, on est sur l'heure du dîner. C'est quand même assez alléchant de voir cette belle poutine-là. Mais tout simplement, ce que je voulais vous faire réfléchir, c'est que quand on parle de Customer Journey Mapping, qu'on analyse vraiment le parcours du client, point de contact par point de contact, une façon de faire qui est intéressante, c'est de se poser, est-ce qu'à chaque étape du parcours, je suis en train de créer de la valeur pour le client? Sinon, on est-tu en train de servir notre poutine interne? Ça, c'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment l'inverse. Fait que ça, c'est une belle affaire, puis c'est un outil extrêmement puissant de se mettre vraiment dans la peau des clients, de cartographier vraiment son expérience de A à Z, avant, pendant, puis après, et de voir si on est en train de leur servir notre poutine interne. On n'est plus du tout dans cette ère-là. Puis si on se rend compte que c'est ce qu'on est en train de faire, bien, c'est là les pistes. On parlait au niveau de la pyramide, niveau 4 et 5, comment on peut renverser la vapeur. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours vouloir transformer la vie des gens, mais peut-être qu'on peut faire un hybride, puis dans ce cas-ci, vraiment, vraiment en exerçant de l'empathie, vouloir transformer différents points de contact, au moins, on est en mesure d'améliorer l'expérience client. Clé numéro 2, donc au niveau des leviers du design thinking à l'expérience client, ben, deux choses. Au niveau de l'idéation, c'est pas juste de trouver des idées ensemble, comme je disais tantôt, dans le même département. C'est vraiment d'avoir la capacité à co-créer des solutions qui sont parfaitement alignées avec, par exemple, Job to be done, avec plusieurs fonctions de l'organisation. OK? Fait que je m'en vais là parce que les tendances sont vraiment à ce niveau-là. Et l'autre point qui fait le pont avec le menu du jour que j'avais pour vous aujourd'hui, c'était qu'il faut quand même s'inspirer de tous les progrès et tout le potentiel technologique qui est là. Fait que moi, avant même de partir l'élaboration de nouvelles solutions, il y a un travail de balisage, un travail de dire qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme potentiel technologique et comment on peut placer au cœur les besoins de l'humain pour, comme je mentionnais, injecter des solutions qui vont radicalement ou de façon significative améliorer l'expérience client. Donc, c'est là qu'on dit, que je recommande toujours, mais tu sais, chacun sa perspective là, dans l'industrie, mais
placer les besoins des humains en premier lieu et aller intégrer vraiment les nouveaux potentiels technologiques en deuxième lieu. Donc, ça, c'est vraiment une autre clé. En plus, selon Gartner, toujours, je m'inspire beaucoup de leur sondage, des résultats de leur sondage dans mes réflexions. Puis c'est vrai que, dans le fond, au fond, si tu y penses, plus tu vas collaborer avec le maximum de personnes à l'intérieur de l'organisation pour améliorer l'expérience client. C'est moins que tu es tout seul là-dedans dans cette aventure-là, plus tu augmentes la probabilité que les changements s'opérationnalisent dans l'organisation. Parce qu'en co-créant, par expérience, ce que tu es en train de faire, c'est de développer, faciliter le développement d'une compréhension commune de ce que demain pourrait ressembler. Et donc, tu n'as pas de gestion de changement à faire, puis c'est les gens qui sont au cœur de la solution. Donc, ça, c'est une bonne chose. La voix du client plus la voix de l'écosystème, les personas, tout ce qu'on entend comme les parcours clients, ça ne devrait pas faire partie d'une mission d'une seule direction. Ça devrait être des éléments de co-création, comme je l'ai mentionné. Donc, au niveau des actions, ça va être important d'aligner l'expérience client avec la stratégie, les valeurs de l'entreprise, d'associer aux différentes fonctions des objectifs dans la matière, dans le domaine. Tirer profit des données de tous les départements, toutes les fonctions de l'organisation. Et puis, organiser des workshops collaboratifs dans l'organisation. Mettre vraiment les bonnes personnes au cœur des bonnes problématiques ou des bonnes opportunités clients. Ce sont des simples ingrédients de succès pour vraiment propulser l'expérience client. Je vous le dis, ça fonctionne très bien. Et j'étais très agréablement surprise aussi, toujours dans une récente recherche là, au niveau d'Accenture, donc 2021. On commence à assister à une refonte de ce que c'est l'expérience client. Là, je m'explique. Pas traditionnellement, mais dans les dernières années, c'était vraiment l'objectif d'optimiser les points de contact autour des produits et services. Donc, on a des produits et services, puis ce qu'on cherche à faire, c'est d'augmenter la fluidité entre les différentes technologies dans le parcours, comme je l'expliquais tantôt. Travailler principalement beaucoup avec tous les intervenants de la gestion de la relation client, marketing, vente, service soutien, et de voir comment, à chaque fois, on peut améliorer l'expérience. Une approche un petit peu plus incrémentale au niveau de l'innovation. Et ça a aussi sa limite, ça a ses forces. Je pense qu'il fallait passer par là, puis il faut passer par là. Puis je ne dis pas qu'on est obligé de passer dans l'autre direction. Mais j'étais quand même très heureuse de voir l'autre génération qui appelle le BX, mais l'expérience d'entreprise, finalement. Et ça fait le lien avec ce que je vous mentionnais tantôt. Donc, le besoin, plutôt, au lieu de placer nos produits et services, de placer les besoins des clients au cœur de la mission et d'avoir toutes les fonctions de l'entreprise qui travaillent d'arrache-pied, que cette obsession-là de vouloir résoudre, changer, transformer la vie des personnes. Et ça, c'est un petit peu plus radical comme changement. Ça devient un sport d'équipe et donc, ça ne se fait pas seul. Ça ne se fait pas sans le soutien du CEO, comme je mentionnais tantôt. Et en même temps, j'aurais le goût de dire, on peut trouver un équilibre, là, un juste équilibre entre le CX et le BX, parce qu'on ne va pas faire le point de bascule du jour au lendemain. Là. Il va y avoir quand même un certain temps. Là, on parle de quasiment une décennie pour passer dans ce monde-là pour les entreprises qui voudront vraiment emboîter le pas. Donc, mes Roms ne s'est pas construit en un seul jour. Donc, je pense qu'il faut le voir comme ça. Puis l'approche design thinking, en quoi ça peut contribuer
bien, il y a vraiment une philosophie là-dedans, en arrière de ça, de MVP. Donc, de commencer à petite échelle, à faire grandir. Donc, c'est la philosophie là, agile. Et c'est pour ça que je trouvais ça super important de vous montrer les deux univers et de vous dire que de ne pas hésiter de mettre les deux en complément. Un élément de réflexion que j'avais de mon côté, je me disais comment moi je verrais ça dans l'organisation. C'est un exemple parmi plein d'autres. Il n'y a pas juste un modèle là-dedans. Mais moi, ce que j'aimerais créer comme structure autour de ça, c'est bien sûr d'avoir le soutien du CEO, d'avoir un CX/BX leader, dans le fond, qui a le budget, qui peut avoir la gouvernance ou la vision, et qui a différents sponsors, dans le fond, autour de ça, qui vont militer en faveur de répondre ou de solutionner le plus de besoins possibles clients qui ont été détectés, grâce à toujours des mécanismes pour se connecter à la voix du client et de l'écosystème. Donc, on reprend ça puis on réinjecte ça dans des projets qui ont un petit peu plus la saveur radicale. On a des PO qui sont vraiment les catalyseurs de ces innovations-là, qui travaillent avec des équipes multidisciplinaires, comme je mentionnais. Et ces PO-là sont appuyés par des facilitateurs, des experts en design thinking qui utilisent des formules, peu importe là, comment on peut les appeler, design sprint, les ateliers de co-création, ateliers de design thinking, hackathon, change lab, peu importe les formules. Le but, c'est de travailler à injecter le maximum d'intelligence au travers de ça, puis de partir d'une intention de changer la vie et de contribuer positivement à la vie des clients et toujours dans l'objectif, dans le fond, de s'inspirer des nouveaux potentiels technologiques et de faire le lien. Donc, ça prend du ciment et de la colle pour revenir à mon concept initial et pour s'assurer que toutes ces personnes-là, ces expertises-là vont chercher l'information au bon moment et se rallient et utilisent un rythme et une cadence intéressante et appropriée dans le cadre de ces projets-là. Alors, c'est ma vision du moment, mais chaque organisation peut désigner un peu sa vision et sa façon de vouloir aborder le sujet, bien sûr. Donc, on s'approche déjà de la fin. C'est un webinaire, hein? On aurait pu avoir l'occasion d'en discuter plus longuement, mais peut-être d'avoir l'occasion de poser quelques petites questions. Donc, le but, ultimement, au niveau de l'expérience client, on est au-delà de fidéliser, satisfaire puis avoir des références. Donc, on est vraiment plus au niveau d'acquérir des nouvelles clientèles, peut-être de développer des nouveaux produits et services en réponse aux nouveaux comportements. Hein? C'est beaucoup là-dessus que j'ai travaillé dans la dernière année. Donc, on s'est rendu compte que les comportements changeaient. Mais là, comment nous, on peut faire le lien entre les besoins, capturer les besoins, puis rallier tout le monde pour aligner la stratégie, les services et les produits ensemble. Et non pas partir de l'inverse, de ce que nous, on veut offrir, ce qu'on a actuellement, puis comment on veut le déployer. Donc, ça, c'est vraiment la vision qui est un petit peu différente. Puis de ne pas avoir peur de viser la profitabilité, parce que chaque projet doit avoir aussi une viabilité puis une profitabilité. Et pour parler d'expérience d'innovation puis d'expérience d'entreprise, bien, ça prend la jonction entre l'empathie, la faisabilité. C'est parce que si une idée, aussi bonne soit-elle, on n'est pas capable de l'implanter, bien, on ne peut pas parler d'innovation, mais aussi de viabilité. Donc, ça, c'est dans la portée du projet, dès le départ, que vous allez pouvoir aller, je vais dire scoper, mais mesurer un petit peu, identifier l'étendue du projet par rapport à ce qui est visé en termes d'expérience client. Donc, plus on vise un haut niveau d'expérience, rappelez-vous, plus on devra co-créer des nouveaux produits et services en impliquant l'ensemble de l'organisation et l'écosystème de l'entreprise, l'écosystème du client. Fait que ça va demander aussi de
d'avoir la capacité à aller les identifier, ces personnes clés-là. Donc, c'est un élément sur lequel je voulais vraiment insister, puis c'est là que le design thinking prend tout son sens, à mon avis. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais regarder rapidement. Je vais vous laisser quand même. N'oubliez pas une petite note. Moi, les questions-réponses, je vais les regarder dans le Q&A seulement, donc pas dans le chat. Donc, en conclusion, là aussi, je voulais vous partager, puis c'est la force design thinking, l'empathie, obsession pour créer de la valeur. C'est un muscle qui se développe. La culture d'innovation, ça ne se fait pas en une journée, mais en juxtaposant plusieurs initiatives d'innovation. L'itération, hein, le fait de se dire, ben nous, on ne peut pas envisager de faire cette transformation-là en 6 mois, mais est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un premier succès et de capitaliser sur ça, puis d'injecter par la suite, faire différentes couches d'itération. Puis le but, c'est d'apprendre en permanence et en continu sur les besoins des clients. Donc, d'avoir des lieux où on va pouvoir se pencher sur la question et non pas de prendre pour acquis ces informations-là. Alors, Madame Landry, croyez-vous que l'empathie va demeurer? Ben là, je peux pas, j'ai personne dans une boule de cristal, malheureusement. Je pense qu'il y a une prise de conscience pour certains d'entre nous, mais je crois fondamentalement que de toute manière, par rapport à tout ce qu'on a vécu au niveau de la crise, le retour à la normale, ça va se faire progressivement. Donc, j'ose pas qu'il y aura une prise de conscience qui sera là et qui va demeurer. Donc, c'est une bonne question. Est-ce que vous offrez ce webinaire à des équipes au niveau du service à la clientèle? Tout à fait. Donc, c'est une formule aujourd'hui pour exprimer, partager à haut niveau. Comme je le mentionnais, l'objectif pour moi, c'est de le partager au plus grand nombre. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec Technologia si vous avez des besoins particuliers parce que ce sont vraiment nos partenaires à ce niveau-là. L'autre question, la technologie influence l'humain, l'inverse. Ça, c'est vraiment l'œuf ou la poule. Hein? Il y a des gens qui ont comme principe de dire c'est la technologie qui drive le show. Moi, c'est sûr que je milite en fonction de l'innovation centrée sur les besoins des gens. Donc, c'est sûr que pour moi, ça commence là. Par contre, ça influence énormément la façon dont on doit voir l'expérience client. Puis l'expérience client, on l'a vu, on ne peut pas penser que ça ne se fera pas sans technologie. Il y aura des éléments, bien sûr, qui vont se faire sans technologie, mais la technologie va être omniprésente dans l'expérience client. Donc, c'est les deux ensemble. Quelqu'un veut savoir c'est quoi pour moi l'innovation. On n'a pas la même compréhension, puis des fois, on n'a pas la même définition. Encore là, pour moi, l'innovation, c'est la capacité vraiment à résoudre des problèmes humains. Et ça se fait par la collaboration, ça se fait en amenant quelque chose qui est nouveau, qui n'existe pas. Donc, ça, c'est ma définition. Différentes écoles de pensée là-dessus aussi, donc que je respecte. Quel est le nombre de clients pour une telle consultation? Probablement qu'on faisait référence à l'étape de la clarification. Bien, ça dépend, tu sais, tout dépend de l'étendue du projet. C'est difficile pour moi sans connaître le projet. Mais c'est certain qu'on n'est pas dans le volume, on est plus dans la qualité, la pertinence des personnes. Donc, à ce moment-là, moi, à partir du moment où des fois, il y a des projets complexes où j'ai 20 personnes, si j'ai 20 personnes, 20 clients que j'ai sondés, c'est un gros projet. Sérieusement, là, j'apprends énormément. Puis, à un moment donné, je sature d'informations parce que j'apprends. Il y a des éléments qui convergent. Et il y a quelque chose qui dit que tu arrêtes au moment où tu n'apprends plus de nouvelles informations, où les gens répètent sans cesse les mêmes informations. Donc, à partir du moment où ça converge, ça, c'est le signe, c'est l'indicateur que c'est le temps d'arrêter.
comment positionner cette approche par rapport aux autres approches? Ben, peut-être vous partager quelque chose que j'ai ici, que j'aime partager sur une base régulière, là. Donc, moi, je vois ça vraiment comme le design thinking, c'est en amont que ça se passe, c'est l'innovation en amont. La force, c'est de comprendre la problématique du client, de partir, dans le fond, d'une opportunité de développer de l'empathie, de regarder, de définir le problème. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'on fait du design thinking parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'opportunité. Si on le sait, à ce moment-là, on n'a pas besoin de se lancer là-dedans. Là. Donc, c'est vraiment parce qu'on veut découvrir, puis on veut définir l'opportunité et on veut trouver des idées et co-créer, faire des nouvelles avenues. Et si je vois ici le petit l'effet de faire de l'expérimentation, qui est associé souvent au Lean Startup, mais aussi au design thinking, qui est la phase du prototypage. On va partir avec un rêve puis un MVP qu'on va vouloir lancer dans le but d'apprendre, de construire, de mesurer, de se dire est-ce qu'on doit continuer dans ce sens-là ou on doit faire un changement radical. Donc, vous voyez là, donc, vous voyez que c'est vraiment une approche qui permet de se remettre en question et par la suite, on peut tomber plus au niveau de la méthodologie agile. Pour moi, c'est mon modèle, c'est la façon que je connais. Je ne connais pas toutes les autres approches non plus. Étant donné la rapidité avec laquelle les besoins des clients évoluent, comment s'assurer de livrer le service à temps et dans un deuxième temps rendre accessibles ces principes? C'est sûr qu'il y aura des choix à faire au niveau de l'organisation. On veut, par exactement ce que je viens de partager, être agile le plus possible, ne pas attendre d'avoir la solution parfaite parce qu'au moment qu'on va livrer, on répondra déjà plus aux besoins initiaux. Donc, on veut lancer rapidement et faire évoluer rapidement la solution. Puis, on va peut-être vouloir aussi se concentrer sur des besoins qui vont rester, qui vont vouloir, des tendances qui vont vouloir être incontournables aussi pour le maximum de personnes possible. Donc, on veut avoir de l'impact. Donc, on ne veut pas travailler sur des éléments nécessairement qui sont spécifiques juste à une personne. C'est vraiment un volume de personnes puis de faire la différence pour le maximum de façons de faire. Une autre question, vous avez mentionné au début de la présentation 2 leviers du design thinking pour créer des expériences afin d'accroître. Quels sont ces 2 leviers? Bien, pour moi, c'est le levier numéro 1, c'est l'empathie. Et le deuxième, c'est la co-création. Donc, puis les deux, en fait, comment je qualifiais ces 2 aspects-là. Pour moi, je l'ai mentionné 2 fois, mais je vais le mentionner encore là, c'est le ciment puis c'est la colle de tout genre d'initiative comme ça qu'on veut mettre en place. Beaucoup d'intervenants, d'expertise, de besoins captés. Fait que c'est sûr que ça prend un filon, un fil directeur, ça prend des gens qui s'occupent de cette cohérence-là, de cette synergie-là. Quels sont les meilleurs moyens de comprendre les besoins de nos clients? Les sondages, oui, tout à fait, les sondages, ils ont leurs limites. Moi, je ne suis pas là pour dire que les sondages ne sont pas pertinents, mais personnellement, je ne travaille pas avec des sondages. C'est pas la satisfaction que je veux voir comme telle, c'est pas l'opinion, c'est vraiment les comportements, moi, qui m'intéressent. Les comportements, ben, ça s'observe. Et les comportements, ben, ça se raconte par les gens. Tu sais, on ne peut pas leur poser des questions puis prétendre qu'on va avoir les réponses. Il faut vraiment développer l'art de questionner les gens pour comprendre les comportements puis les habitudes qu'ils ont. À ce moment-là, ben, on parle du storytelling, l'art de faire raconter la personne son histoire à l'autre. Donc, c'est autant d'outils là, qui sont pertinents. Oui, j'ai des exemples d'applications de design thinking. Là, c'est sûr, il y a des éléments de confidentialité, par exemple, là, mais effectivement, il y a des études, il y a des cas concrets, c'est sûr. De plus en plus, là, c'est vraiment
pas juste les entreprises privées qui s'intéressent au design thinking parce qu'il y a vraiment, on voit là, le nombre de personnes qui est connectées en ce moment, on voit qu'il y a un intérêt et un engouement. Comment faire quand les clients demandent trop de détails et que ça nuit à la clarté? Comment les amener à épurer? Je ne suis pas certaine de comprendre la réponse. Peut-être c'est dans la durée ou de la façon de cadrer les entrevues. Donc, moi, ce que je comprends, c'est comment faire quand la personne a une noie dans l'information, puis c'est pas ça qu'on veut aller chercher. Absolument. Donc, le défi, c'est d'identifier au départ là, 5 à 7 questions critiques. Les expérimenter son gabarit, ces questions, les tester pour voir si on va chercher un petit peu la bonne direction. C'est un truc que j'ai. Challenger mes questions, les poser, les tester. Voilà. Donc, puis quand la personne se répète, généralement, on doit passer à la prochaine question. Donc, il y a différents signes là-dedans. Est-ce que la diapo sera disponible? Tout à fait. Donc, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, après la présentation, l'enregistrement et la diapo seront partagés. Donc, il n'y a pas de souci. Puis moi, ce que je vais faire aussi, là, il y a beaucoup de questions. Certaines questions demandent quand même un petit peu plus de réflexion à ce niveau-là. C'est difficile, hein? On parle de complexité, d'innovation. Des fois, je vais regarder quand même, je vais faire une revue des questions, puis si j'ai des réponses, je pourrais peut-être me permettre d'en mettre dans la réponse puis dans le fichier partagé, là. J'ai Alexandra qui demandait dans le tableau VOC plus E, que signifie VOC plus E plus PO? Ben, bonne question. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est ce qui se passe dans l'organisation. Je le fais moi-même, coordonner ma chaussée. Donc, on prend pour acquis que tout le monde nous comprend notre langage. Ce que je veux dire par VOC plus E, c'est ma façon de dire qu'on parle de la voix du client, Voice of Customer. Plus E, pour moi, c'est aller plus loin que la voix du client, c'est de prendre aussi la voix de son écosystème. Parce que le client, lui, il voit ce qu'il voit. Il ne peut pas savoir ce qu'il n'a pas conscience de. Donc, il faut amener les acteurs qui sont autour de cette personne-là, en périphérie, qui sont en mesure de capter leur zone aveugle. Il faut les impliquer. Il faut les mettre à bord, ces personnes-là aussi, parce qu'ils vont nous révéler des informations super précieuses, complémentaires. Donc, c'est ça que ça veut dire. Puis PO, c'est pour Project Owner, dans le fond. C'est vraiment là, en mode agile, l'intervenant clé qui va être en mesure de rallier besoins, équipe, stratégie, de garder le cap là-dessus. C'est là que le design thinking permet de les aider. Effectivement, une prochaine étape, ça serait de développer un cours de design thinking pour les project owners. C'est dans ma mission. Je repars avec ça aujourd'hui. Est-ce que la structure des organisations actuelles, le fait d'avoir des départements séparés, marketing agile, produits, services à la clientèle, pourrait être le frein au déploiement justement de toutes les pratiques de customer-centric dans le design thinking? Comment créer une structure rassemblante de tous les corps de métier? Super bonne question. Oui, les silos, c'est le frein numéro 1. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est considérer qu'on ne peut pas tout abolir puis remanier les organigrammes nécessairement. Ce que j'aime faire, c'est de créer, on appelle des équipes ou une structure éphémère autour de ça. On ne va pas nécessairement au début là, vouloir changer, comme je disais, radicalement la structure, mais par contre, il n'y a rien qui nous empêche de mettre en place quelque chose qui va nous permettre, comme un MVP, de tester la machine en mode collaboratif, de voir les effets. Puis ça va faire évoluer la pensée, ça va faire évoluer aussi les décideurs parce que ça a de l'impact, puis les projets qui sortent de là ont de l'impact. Fait que ça, à partir du moment où vous faites des quick wins ou des bons coups par rapport à ça, il y a une prise de conscience qui se fait. Et puis, je vous le dis, c'est comme il faut le vivre pour le
faut le vivre pour le croire. Fait que c'est pour ça que je vous disais, mettez vraiment le président dans le coup, mettez quelqu'un qui est à haut niveau, un sponsor qui est à haut niveau, encadrer ces pratiques-là parce qu'on veut que ça remonte. On veut que ça remonte, puis on veut que ça contamine. Alors, c'est l'objectif ultime. Alors, le temps presse. On voit que le nombre de personnes, les gens commencent à se sortir pour aller dans le prochain meeting. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre temps ce midi. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je suis une personne assez généreuse de nature, là. Fait que si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Des questions, des commentaires, avec grand plaisir. Et puis, comme promis, on va vous partager, là, Technologie, on va vous partager PowerPoint et enregistrement. Puis, je vais regarder ultérieurement s'il y a des questions que je n'ai pas eu le temps de regarder et de répondre. Je vais essayer de les regarder cet après-midi puis de mettre des petites pistes de réponse à l'intérieur de ça. Alors, je vous remercie beaucoup et je vais demander aux organisateurs, on peut penser tranquillement, fermer la session. Ça a été un moment très, très agréable pour moi. J'espère que ça l'a été pour vous.